depuis que nous avons fini avec les élections législatives, où j'ai été, en fait, j'ai été élu, mais on m'a volé les voix, je vous l'ai dit ici. Après, nous avons eu les élections communales. Là, c'était encore plus grave. Et mon recours a conduit à annuler 10 sièges sur les 19. Et malheureusement, nous n'avons pas, de la commune de Lalo, malheureusement, nous n'avons pas repris les élections. On aurait dû reprendre les élections, qu'on verrait si d'abord est populaire ou impopulaire à Lalo. Mais nous avons tout le temps pour le faire, puisque je ne suis pas encore parti de la scène politique. Alors, si on vous suit bien, vous êtes toujours FCBE, vous n'êtes pas dans la coalition ABT, au secrétaire chargé des vous n'êtes pas avec Union fait la nation, et tout se passe peut-être pas encore pour le mieux au niveau du cadre de concertation dans le COFO, mais vous estimez que les choses pourront rentrer dans l'ordre dans les jours à venir. Dans le cadre de concertation, je reconnais qu'au niveau de la mouvance, nous avons cette difficulté. Sinon, le chef de l'État nous a demandé depuis le 14 d'aller mettre en place les structures pour le combat. Malheureusement, vous avez suivi l'Union fait la nation en déplacement à Zové, aurait dit que c'est eux les premiers que nous allons mettre nos pieds dans les chaussures. C'est le contraire. Moi, je crois que c'est eux qui nous ont emboîté le pas. Mais je reconnais qu'on a des difficultés. Et c'est parce que la victoire est au bout que nous avons actuellement des difficultés. Vos adversaires disent, Benalani d'abord, que vous n'avez rien fait du tout pour le COFO. Ils vous décrivent comme un zombie politique, quelqu'un qui est en zombification poussée, justement parce que vous n'auriez rien fait pour le COFO, alors que c'est précisément ce que vous-même reprochez à votre ancien mentor, Bruno Amoussou. Non, pour répondre à de telles questions, il faut faire le bilan ou du moins faire le point des réalisations et voir de quel côté c'est arrivé. Je crois qu'au cours du débat, nous aurons l'occasion d'arriver. C'est ça qui tue le président de la République. Les anciens qui sont passés découvrent que le président est en train de réaliser de belles choses, mais comme ils n'ont pas d'autres occasions, ils n'ont pas d'autres arguments, vous voyez ce qui se passe. On prend les faits divers comme des arguments politiques. C'est ça que je défie. J'ai toujours dit d'ailleurs, dans certaines réunions, dans le COFO, j'ai dit, mais si on voulait bien faire la part des choses, on aurait dû organiser une conférence publique où nous qui avions démarré avec le président Amoussou, à savoir tous ceux qui ont été ministres, tous ceux qui ont été députés, tous ceux qui ont été nommés directeurs, on s'assoit, chacun prend la parole pour dire, bon, moi quand j'étais directeur de telle société, voilà ce que j'ai pu apporter à mon département. Quand moi j'ai été député, voilà ce que j'ai pu amener. Quand j'ai été ministre, voilà ce que j'ai pu amener. Donc, cette rencontre n'a pas eu lieu. Et ceux qui le disent, si vous le dites, demandez-leur d'apporter les preuves. En disant, voilà, quand celui-ci a été ministre ou député ou directeur, voilà ce qu'il a fait. Et quand d'avoir été député et ministre, voilà ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Je crois que ce serait. Et s'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir, nous ferons le débat en public. Moi, je dirais, mes 12 années passées au Parlement, ce que j'ai pu apporter pour le Bénin en général et pour mon département en particulier. Et les 20 mois que j'ai passé au ministère, je suis prêt à dire également ce que j'ai pu faire dans le cadre de mes attributions. Ok, merci Benalani d'abord pour cette partie introductive sur votre personne, votre parcours politique. Nous allons aller au sujet de l'actualité. Nous allons parler au cours de cette émission de votre appréciation en ce qui concerne la gestion du changement qui de plus en plus est critiquée au sein de l'opinion, vous le savez. Nous allons parler de certains dossiers du moment. Mais avant cela, puisque vous avez été aussi député, c'est vrai que le débat aurait pu être clôturé avec la dernière décision de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les dernières lois électorales votées par le Parlement. Mais le débat a été relancé avec des appréciations de certains députés qui estiment que la Cour leur vole de plus en plus leur attribution qui est de légiférer, la Cour devant se contenter de dire si oui ou non seulement, si la loi est conforme à la Constitution et non dire ce qui doit être, ce qu'on doit faire en principe. Alors voilà un peu l'ambiance dans laquelle nous nous retrouvons actuellement et je vous pose la question en tant qu'ancien ministre. Que dites-vous de l'appréciation de vos anciens collègues députés qui estiment que la Cour est en train de légiférer à leur place? Bon, contrairement à ce que vous pensez, à savoir qu'après cette décision, moi je pensais plutôt que après le vote, la Cour ayant été saisie, on devait attendre parce que quand une matière est pendante devant une juridiction, l'idéal c'est d'attendre la décision pour se prononcer, surtout que par rapport à la Cour constitutionnelle, les décisions sont sans recours. Donc c'est maintenant que chacun et ceux qui ont formulé le recours et les députés qui ont voté la loi, c'est maintenant qu'au lieu de s'énerver, au lieu d'accuser à tort, ils devaient prendre la décision de la Cour, regarder les visas, lire les considérants et faire la part des choses. Parce que lorsqu'on regarde globalement
ce qui se passe au niveau du Parlement depuis 90-91, vous verrez que si vous faites une bonne analyse, que les députés ont toujours cherché à voter des lois pour se faire élire, pour conserver leur pouvoir. Ce qui, à mon avis, n'est pas une très bonne chose. Et si on doit faire un bilan exhaustif, vous verrez que depuis les 20 années que nous avons, tout le travail parlementaire, quand vous faites les statistiques, vous verrez que les lois électorales leur ont pris plus de temps que le vote des lois normatives qui, en fait, devait constituer le principal. Donc, il ne s'agit pas de dire la Cour constitutionnelle ou bien les membres de la Cour constitutionnelle votent les lois à notre place, mais c'est de voir dans le contenu, les arguments, les motifs avancés par la Cour, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Parce que si vous regardez bien, vous verrez que généralement, les députés ne tiennent pas compte de l'expérience ou de ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Malheureusement, ils reviennent sur des dispositions ou des matières pour lesquelles la Cour a déjà tranché, puisque notre Constitution, qui est la loi fondamentale, c'est juste un cadre qui est tracé pour les lois et les règlements que nous devons prendre pour assurer la vie en communauté. Donc, c'est exactement comme vous êtes sur nos routes, vous devez rouler du côté droit, vous voulez aller vers la gauche, soit vous avez les traits au milieu de la voie, ou bien si c'est un carrefour, vous avez le feu ou un policier qui vous indique qu'il faut passer comme ça. C'est le rôle de la Cour. Donc, les députés doivent, chaque fois qu'ils ont une proposition de loi, ou lorsque c'est un projet de loi, lorsqu'ils arrivent sur des dispositions qui ont déjà fait objet de débat dans le passé, ils devaient normalement se référer aux décisions de la Cour pour savoir qu'est-ce que la Cour avait retenu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne doit pas revenir chaque fois. La Cour dit telle disposition est contraire à la Constitution, vous devez faire comme ça. On accepte, puis lors du vote, on revient là-dessus. Je peux vous donner un exemple concret. Vous savez, dans la désignation des membres de la Sénat, lorsqu'on a commencé par confier l'organisation des élections à cette structure-là, au départ, lorsque la première loi avait retenu 17 membres, mais pour suivre ces 17 membres-là, le gouvernement désigne 7, le Parlement désigne 7, les magistrats désignent, je crois, 2 ou 4, et puis il y a la structure des droits de l'homme qui désigne 1. On a évolué, les gens estimaient que les magistrats qui sont désignés ou les gens étaient partisans. On a évolué vers la société civile, et maintenant vous voyez qu'ils sont en train de faire encore des métiers pour dire qu'il ne faut pas, parce que quand on parle d'appel à candidature, ça c'est pour des activités techniques. On ne peut pas dire, par exemple, il faut faire appel à candidature pour institutions politiques. Donc, vous voyez que c'est un recul. En même temps, ils ont évolué. Le Parlement a toujours voulu garder la grosse part des choses. De 7 sur 17 que le gouvernement désigne, on est passé à 3, puis à 2. Et je crois maintenant, ils ont proposé ce qui n'est pas une bonne chose. C'est le gouvernement, c'est l'exécutif qui met les moyens à la disposition pour l'organisation des élections. Nous n'avons pas atteint ce niveau où dans certains pays, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est parce qu'on ne se fait pas confiance. Nous avons voulu mettre en place une institution indépendante, mais nous travaillons à empêcher la mise en place de ces institutions. Quand la Cour évoque tout le temps l'autorité de la chose jugée, certains de nos compatriotes disent que la Cour sort des clous, que déjà elle n'est plus juge de la constitutionnalité mais juge de la moralité, et donc son rôle de plus en plus sème controverse chez nous. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à faire des sages de la Cour des hommes, alors que jusque-là, on a fait d'eux, on les a fait Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que la Constitution ne gagnerait pas à être révisée dans un sens comme celui-là? Non, avant de répondre à cette question, vous devez d'abord répondre à une préoccupation. C'est quoi l'autorité de la chose jugée? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que la Constitution, c'est la loi, c'est un document fondamental qui a tracé le cadre dans lequel nous voulons vivre en communauté au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on dit que l'autorité de la chose, ça veut dire que cet acte qui a été posé là rentre dans le cadre constitutionnel que nous avons retenu depuis 90. Si vous allez chaque fois devant, on va vous ramener dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas qu'on dise, bon, parce que dans notre constitution, c'est affirmé qu'il n'y a pas de différence de sexe. L'homme est l'homme petit h, et la femme, il y a égalité,
que chaque fois qu'il y a, peut-être qu'on va en arriver tout à l'heure à ce niveau-là. Donc chaque fois que vous posez des actes qui tendent à sous-estimer l'homme ou la femme, la Cour constitutionnelle va vous ramener dans le droit chemin, c'est de ça. Oui, Bernard, d'abord, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de savoir le rôle de la Cour lorsqu'il interprète la loi ou lorsqu'il est dans son rôle de ramener les gens sur le droit chemin. Est-ce que certains citoyens estiment que de plus en plus nous avons plutôt affaire à des dieux ou des sages plutôt qu'à des hommes? Est-ce qu'il ne pourrait pas arriver que les sages de la Cour constitutionnelle, je ne voudrais pas utiliser le mot, mais certains parlent de forcer sur leur autorité qu'ils ont sur la Constitution, parce que lorsqu'ils parlent, c'est fini, tout le monde se plie et on avance. Est-ce que ça, on ne devrait pas normalement célébrer ça? On devrait être content parce que c'est aujourd'hui au Bénin, c'est le seul moyen que nous avons de nous calmer. Et au moins, reconnaissez que ce ne sont pas les membres qui sont là maintenant, ils ne sont pas là depuis 1991. Depuis le Haut Conseil. Donc, si les choses se passent de telle manière, on doit se féliciter d'avoir des gens qui ont connaissance de ce qu'ils doivent faire. Justement, d'abord, je vous comprends. Il est bon qu'il y ait une institution de dernier recours qui dise voilà ce qu'il faut faire et que tout le monde se taise. Et c'est cela, ce qui se dit de plus en plus par certains acteurs de la société civile, de la classe politique, vous constatez que depuis quelques années, la Cour est de plus en plus critiquée. Alors que par le passé, c'est vrai qu'elle a toujours été critiquée, mais pas autant que ces 2 ou 3 dernières années. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité de la Cour, tel que je vous ai dit tout à l'heure, si le vote des lois ne prend pas en compte des domaines déjà réglés, on ne pourra que la Cour reviendra. Inversement, vous dites plutôt que le problème est plus au niveau du Parlement que de la Cour. À mon sens, j'ai déjà été député. Normalement, une proposition de loi, il y a d'abord l'exposé des motifs. Lorsque, peut-être je vais dévancer, lorsque le Parlement décide de ramener le nombre de membres de la Sénat de 17, on est allé à 23 et à 25, on revient. Normalement, les députés doivent chercher à comprendre pourquoi de 17 on est allé à 23, de 23 à 25, pourquoi ils veulent ramener à 11? Donc, s'il faut cette analyse-là, ils doivent choisir. On avait dit le SAV-Sénat, c'est des gens qui sont supposés être des gardiens du patrimoine de ce qui appartient. Justement, la question, est-ce qu'il revient à la Cour constitutionnelle d'apprécier, selon l'évolution de la situation, pour estimer qu'on ne doit pas revenir à 11, que le 17 est une évolution? Est-ce que ce n'est pas du domaine du législateur d'apprécier la réalité de la situation et de dire voilà le nombre qu'il faut? Peut-être la Cour peut intervenir pour parler de l'équilibre au niveau de ce nombre-là. Mais le nombre en lui-même, est-ce que c'est du domaine de... Est-ce que l'appréciation du nombre de membres qu'il faut au niveau de la Sénat relève de la constitutionnalité? Et non, est-ce que cela ne relève pas plutôt de la légalité, c'est-à-dire des prérogatives des députés? Il y a eu un aspect que j'ai l'impression que vous ne voulez pas comprendre. La Cour est là, exactement comme un policier qui est au carrefour, qui réglemente les choses. Si vous devez aller tout droit ou à droite ou à gauche et vous n'observez pas la priorité à droite, le policier vous arrête. Si vous insistez, il vous prend les pièces. C'est de ça qu'il s'agit. Et la Cour, nous devons nous féliciter parce que les sages de la Cour gardent toujours la mémoire. Ils se réfèrent, quelle que soit l'urgence, ils se retournent toujours pour voir ce qui s'est passé. C'est de ça que je vous parle. Normalement, une proposition de loi il y a un aspect motivant. Ils doivent exposer pourquoi ils veulent que telle ou telle disposition soit votée. Est-ce que si ce qu'ils disent n'est pas convaincant, il y a une disposition, c'est l'article 35 de la Constitution qui dit nous voulons la paix. Et c'est affirmé dans le préambule de notre Constitution. Donc la Cour doit veiller à cela, qu'il y ait la paix chez nous. Et c'est bien de dire que les recours sont les décisions sont sans recours, sinon on ne va pas. Si je vous comprends bien, il revient donc alors à la Cour d'apprécier la pertinence ou l'opportunité du fond de certaines décisions que prennent le Parlement pour garantir la paix. C'est la Cour apprécie la conformité de cela. Et par rapport à cela, au moment où on passait de 25, on était allé à 17, on est passé à 25, c'était une augmentation de nombre. Pourquoi est-ce que quand on ramenait de 25 à 17, il n'y a pas eu de difficulté, et en voulant ramener de 17 à 11, il y a problème? Non, ce débat-là, parce que justement, c'est cet aspect-là que les députés estiment que le choix dans l'évolution du nombre en diminution ou